000 hectares ont brûlé dans le Var. Les incendies sont maîtrisés, mais la vigilance demeure. Coup de filet franco-espagnol au Pays Basque, arrestation à Biarritz du chef des commandos de l'ETA militaire. Ayrton Senna tout près du titre de champion du monde de Formule 1. Il a terminé deuxième derrière Mansell au Grand Prix du Portugal. Le grand témoin du 19-20 ce soir, Amin Gemayel, président du Liban de 1982 à 1988, il commentera l'actualité du jour et l'actualité internationale, le regard et l'analyse de ce chrétien arabe sur la crise dans le Golfe. Bonsoir, mais d'abord l'arrestation ce matin à Biarritz du chef des commandos de l'ETA militaire, José Rabier Zabaleta Elacegui, un gros poisson du terrorisme basque. Commentaire Jean-François Gringoire. Une brève course-poursuite dans les rues de Biarritz à 7 h du matin. José Javier Zabaleta Elacegui, dit Valdo, vient d'être arrêté par les hommes du raid sans opposer de résistance. Le terroriste n'a même pas cherché à sortir son arme. Filé depuis plusieurs jours, Valdo vivait dans la clandestinité en France depuis 7 ans. Il était membre du comité exécutif de l'ETA militaire. Coup dur pour le mouvement séparatiste basque. Valdo était le chef des commandos chargé de commettre des attentats en Espagne, l'un des derniers dirigeants connus de l'ETA encore en liberté. La logique de cette arrestation trouve ses racines dans une collaboration, une coopération qui a été menée intelligemment avec nos voisins espagnols depuis un certain nombre de mois. Valdo est effectivement le 8e haut responsable de l'ETA militaire à tomber entre les mains de la police depuis 3 ans, sans compter une douzaine de membres moins importants. Une série qui avait commencé à Anglette, avec l'arrestation de Santi Potros, alors numéro 2 de l'organisation. Le même jour, de précieux documents avaient été saisis et en décembre 89, c'est Josu Ternera, numéro 1 présumé de l'ETA militaire, qui tombait à son tour. Artapalo, le plus recherché de tous, est toujours en fuite. Un nouveau désastre écologique dans le département du Var. En 48 heures, près de 12 000 hectares de forêt ont été détruits par le feu. Et il a fallu attendre la tombée de la nuit pour que les 2500 pompiers parviennent à maîtriser l'incendie. Reportage Jean-Louis Vincent. La forêt de mort est devenue un sépulcre. Plus un bruit, plus un chant, plus un insecte. Tout ici a brûlé, comme cette tortue, symbole d'une nature sacrifiée. Après 3 jours d'incendie, l'heure des comptes peut commencer. 8000 hectares détruits entre le Muy et Sainte-Maxime, près de 2000 hectares au nord de Cavalère, 600 hectares de chêne-liège calciné à Flayosque aux portes de Draguignan et enfin 600 hectares à Montauroux dans le Haut-Var. Bilan global, 11 200 hectares partis en fumée. Sur le terrain, malgré une accalmie, des risques de reprise sont possibles. Seule solution, maintenir les positions et rester vigilant. C'est surtout le travail de fourmi fait par les hommes au sol qui est très important. Et malheureusement, on nous annonce un renforcement du vent, du Mistral, qui est pour nous un facteur aggravant pour cette nuit et demain. Donc les hommes sont déjà éprouvés par la durée de l'opération, puisque avant tous ces feux, ça fait plus de 72 heures que ce personnel sont engagés, même avec des petites relèves. Et là, ça commence à faire difficile. Ce soir, dans le Var, tous les moyens, en hommes et en matériel, restent mobilisés. 2400 pompiers et militaires, appuyés par 400 engins de lutte, vont essayer cette nuit de faire face au Mistral. La météo annonce en effet un vent de 35 nœuds, 70 km/h. Et cette nuit, les Canadaires ne pourront pas voler. Les hommes resteront seuls. Si le feu reprend, ils devront tenir encore toute une nuit durant. L'actualité internationale et la situation dans le Golfe. Avant de développer les nouvelles mises en garde adressées par le président Saddam Hussein à Washington et à Israël, j'aimerais d'abord, Monsieur le Président, Monsieur Amin Gemayel, connaître votre analyse en quelques mots sur l'invasion du Koweït par l'Irak et surtout sur les réactions internationales. Écoutez, d'abord, je suis le président du Liban, l'ancien président du Liban, donc je ne peux pas ne pas mentionner mon pays. Et je tiens à vous dire que si il y a quelques années, on s'était occupé du Liban comme on s'occupe aujourd'hui du Koweït, croyez-moi que l'invasion du Koweït n'aurait pas eu lieu. Pourquoi ne mais malheureusement, c'est cet abandon du Liban qui nous a amenés là. Pourquoi on ne s'est pas occupé du Liban? Parce que malheureusement, il y a dans cette partie du monde, enfin il y a dans cette fin du XXe siècle quand même un droit à 2 vitesses. Il y a 2 droits en fait. Il y a le pétrodroit et il y a le droit des faibles. Malheureusement, nous faisons partie du droit des faibles. Nous ne faisons pas partie du pétrodroit. Le pétrodroit, pour que ça soit bien clair pour les téléspectateurs, c'est le droit du pétrole. C'est le pétrodollar
qui a généré, qui a donné naissance au pétrodroit. Alors voilà, alors actuellement c'est le pétrodroit qui prime et ceci est vraiment regrettable. Alors, de toute façon, quelles que soient les considérations, évidemment nous sommes en tant que Libanais et en tant que dans le droit pur, évidemment, toute occupation, tout usage de force est répréhensible et nous ne pouvons pas l'accepter. Alors, Monsieur le Président, vous êtes favorable, vous, à une logique de la paix, contrairement à une logique de la guerre. Vous êtes favorable à une solution diplomatique. Qu'est-ce qui est négociable aujourd'hui dans votre esprit, aussi bien du côté irakien que du côté, j'allais dire, occidental? Je le disais tout à l'heure, moi je crains le dérapage. Et le dérapage va aboutir à un choc des cultures, à un choc des civilisations. Et je crois que ceci est vraiment catastrophique. Donc, il y a la logique de la guerre. Le président Mitterrand en a parlé longuement. Mais est-ce qu'il faudrait se cantonner, s'enliser dans cette logique de guerre, ou bien essayer de déclencher une dynamique de la paix? Et je crois que cette dynamique de la paix est possible. Il ne faudrait pas, comme nous sommes en Orient quand même, en Orient, c'est la région de la complexité, et tout est possible. Nous avons tendance à voir les choses en noir et blanc. Ce n'est pas exact, ce n'est pas tout à fait la situation au Moyen-Orient. Le président Saddam Hussein, je le connais très bien. Je parle sa langue et évidemment nous avons eu plusieurs rencontres. Et croyez-moi que ce n'est pas quand même le portrait qu'on veut bien proposer à l'opinion publique mondiale. Quand même c'est quelqu'un de beaucoup plus pragmatique. Je donnerai des exemples. Prenez par exemple sa position vis-à-vis de l'Iran. Hier, c'était une question idéologique, le problème des terres, le problème des frontières. Et du jour au lendemain, il met un X. Monsieur le Président, ce sont aussi les circonstances qui l'amènent peut-être aujourd'hui à négocier avec l'Iran, et nous en reparlerons tout à l'heure si vous le voulez bien. Vous êtes favorable à une solution diplomatique. Petite question, petite réponse. Solution arabe au conflit ou solution internationale? Moi, je suis convaincu que le président Mitterrand pourrait là jouer un rôle. Le président Mitterrand et bien d'autres, mais sous la bannière de l'ONU. Je connais bien le président Mitterrand. Peut-être que l'ONU pourrait par la suite venir entériner une initiative, mais au départ, si le président Mitterrand prenait son bâton de pèlerin et en compagnie, par exemple, je donne des exemples, il pourrait y avoir d'autres, le roi Hussein de Jordanie, qui est très proche de Saddam Hussein, et qui pourrait jouer quand même un rôle positif, parce que nous craignons tous la guerre. Je sais que personne ne va de gaieté de cœur faire la guerre. Donc le roi Hussein de Jordanie a tout intérêt à trouver une solution. Idem pour le roi Hassan II du Maroc. Aussi, c'est quelqu'un de très proche de l'Arabie Saoudite, de l'Égypte. Donc, peut-être entre le président Mitterrand, le roi Hussein de Jordanie et le roi Hassan II du Maroc peuvent quand même constituer un noyau sérieux pour essayer d'imposer, de forcer ce blocus de la guerre. Il faut à tout prix le forcer. Est-ce que, selon vous, et c'est ma dernière question, pour l'instant sur ce sujet, M. Saddam Hussein aujourd'hui est prêt à se retirer du Koweït et sous quelles conditions? Moi, je crois que le président Saddam Hussein est une personne très pragmatique. Et cette réaction internationale, je crois qu'il ne s'y attendait pas tellement. Et aujourd'hui, il y a une possibilité. La pression est là, mais aussi il ne faut pas s'enfermer dans la logique de guerre. Il faut déclencher à tout prix une dynamique de la paix et elle est possible. Nouvelle étape aujourd'hui, en tout cas dans l'escalade verbale. Saddam Hussein a sérieusement mis en garde les États-Unis contre l'idée d'une guerre éclair dont les répercussions seraient terribles, et nous venons d'en parler, pour toute la région du Moyen-Orient. Commentaire de Nathalie Ether. L'éternelle rengaine de Saddam Hussein. D'abord la mise en garde, ensuite l'exigence, enfin la menace. Lors d'un conseil réunissant les plus hautes instances politiques de Bagdad, le président irakien s'est adressé dans un premier temps aux États-Unis. Toute guerre éclair entraînerait la région du Golfe dans un gouffre dont elle ne pourrait se sortir avant plusieurs dizaines d'années. Saddam Hussein a accusé Washington de poursuivre une politique d'escalade dangereuse encouragée par certains pays. Exemple, l'Arabie Saoudite ou encore Israël qui n'échapperait pas au déluge en cas d'affrontement. Quant à l'embargo décrété par l'ONU, il dépasse toutes les limites humanitaires. D'ailleurs, si le peuple irakien étouffe, Bagdad détruira tous les champs pétroliers du Moyen-Orient. Abordant la question du Koweït, le président irakien estime que ses anciens dirigeants avaient fait de leur pays une base d'attaque contre l'Irak. Aujourd'hui, le Koweït spolié est revenu à la mère patrie. C'est une décision éternelle et irréversible. Enfin, Saddam Hussein a posé deux conditions à toute solution à la crise. D'abord, le retrait des troupes étrangères du Golfe. Ensuite, la restauration des droits des Palestiniens. Une exigence nouvelle, mais une manière habile de s'allier tout un peuple.
Ces deux conditions seront bien entendu rejetées par l'Occident puisque l'Irak n'a pas l'intention de se retirer du Koweït. En fait, c'est un véritable dialogue de sourds et aujourd'hui, la crise du Golfe semble plus que jamais dans l'impasse. Et au-delà de la crise du Golfe et autour de la crise du Golfe, Monsieur le Président, il y a la cassure du monde arabe qui semble consommer ce soir, entre l'Arabie Saoudite notamment et le Yémen ou la Jordanie. Qu'est-ce qui pourrait ressouder l'unité arabe aujourd'hui? J'ai envie de vous dire, et c'est terrible de dire des choses ainsi, c'est un conflit israélo-arabe. C'est ce que recherche Saddam Hussein comme porte de sortie? Je crois qu'avant d'en arriver là, je vous répondrai tout de suite à votre première question concernant la cassure au niveau du monde arabe. Je connais bien le monde arabe. Hier même, le président Saddam Hussein avait mené une campagne atroce, et j'étais là, j'étais présent au sein de ces sommets arabes. Le président Saddam Hussein avait lui-même presque imposé le retour de l'Égypte au monde arabe. C'était l'allié direct et l'allié féroce de l'Égypte face à tout le clan qui voulait maintenir l'anathème sur l'Égypte après avoir signé la paix avec Israël. Et du jour au lendemain, on retrouve un renversement d'alliance. C'est le président Assad qui est aux côtés du président Moubarak et contre Saddam Hussein qui était l'allié de Moubarak. Donc dans ce contexte-là, moi je crois qu'il faudrait à tout prix déclencher le processus, déclencher cette dynamique de la paix, et à ce moment-là on pourrait remettre de l'ordre dans la maison. Alors, les alliances contre l'Irak cristallisées autour de la visite historique du président syrien Hafez el-Assad en Iran, une alliance stratégique et qui s'inscrit déjà dans une logique postérieure au conflit en cours. Joël Hazard. La mission du président syrien Hafez el-Assad à Téhéran comportait un double objectif: convaincre ses interlocuteurs iraniens de respecter l'embargo contre l'Irak, intercéder auprès de Téhéran en faveur des otages occidentaux toujours détenus au Liban. Si l'on en croit l'air éprouvé du numéro 1 syrien, la partie n'est pas évidente. Certes, le président iranien Rafsanjani rejoindrait volontiers le camp anti-Saddam, mais les radicaux du régime semblent moins disposés à défendre les intérêts occidentaux dans le Golfe. Cette image du président syrien déposant une gerbe sur la tombe de l'imam Khomeini paraît symbolique. Le vieil axe Damas-Téhéran tient toujours. Mais sur quelle base? Au Liban, les partisans de l'action de Saddam Hussein sont de plus en plus nombreux. Dans le camp du général Aoun, rien de surprenant. Armes et pétrole irakiens ont rendu viable pour le fief chrétien l'embargo décrété par les signataires de l'accord de Taïef. Plus inquiétantes, les dernières prises de position du camp pro-iranien. Nous ne nous rangeons pas aux côtés de Saddam Hussein qui a tué les nôtres, a déclaré Sherfad Lala. Mais les Arabes devraient combattre la présence américaine dans le Golfe. Les dernières batailles interchiites entre Hamas et Hezbollah s'inscrivent précisément dans ces clivages. D'un côté, ceux qui considèrent l'Occident et l'accord de Taïef comme responsables des nouveaux malheurs du Liban, de l'autre, ceux qui soutiennent avec la Syrie l'accord saoudien de Taïef. Hafez el-Assad est aujourd'hui coincé entre deux stratégies, ouverture à l'Occident ou radicalisation. En attendant, ses intérêts libanais passent par Taïef. Il s'est donc empressé de faire entériner les dernières réformes. Le président Raoui a annoncé hier l'avènement de la Deuxième République libanaise. Monsieur le Président, cette Deuxième République libanaise, quel avenir lui donnez-vous? Je ne vous cache pas qu'en lisant les nouvelles hier, je suis revenu 50 ans en arrière aux accords de Vichy. Et je crois qu'en faisant le parallèle, à Vichy, il y avait une France occupée, le Liban aujourd'hui est occupé. À Vichy, il y avait des députés qui étaient en principe régulièrement élus, qui avaient aussi appuyé Vichy, et c'est la même chose pour les députés libanais qui ont eux-mêmes. Donc on voit le parallèle, un parallèle très sérieux entre Vichy et le Liban. Et cette nouvelle république, malheureusement, c'est une nouvelle république peut-être, mais une ancienne occupation. En ce qui me concerne, je considère que tant que nous n'avons pas prévu, nous ne sommes pas assurés du retrait des forces étrangères du Liban, quelles qu'elles soient, eh bien, nous ne pouvons pas parler de nouvelle république. La souveraineté du Liban est bafouée et elle le restera tant qu'il y a des forces armées étrangères sur notre territoire et un gouvernement qui couvre un peu toute cette histoire. Ensuite, en ce qui concerne aussi les réformes, on a parlé de réformes, d'une nouvelle constitution. Eh bien, cette constitution amène au démantèlement total des pouvoirs publics. Et aujourd'hui, on ne sait plus vraiment qui détient le pouvoir, qui détient l'autorité au Liban. Est-ce le Parlement? Est-ce le gouvernement? Est-ce le président de la République? C'est le véritable chaos. Et en plus, le comble de tout cela, imaginez-vous, un gouvernement qui désigne lui-même les députés.
C'est le gouvernement qui désigne lui-même des députés qui sont supposés le censurer. Je crois que nous revenons au moment où le mur de Berlin est en train de tomber, nous revenons à l'ère Ceausescu. De toute façon, je crois, comme les choses sont en train de se passer, qu'on n'a pas laissé d'autre choix aux Libanais entre la liquidation totale ou la reddition, entre Canossa et Masada. La situation dans le Golfe et ses répercussions sur la vie politique française. Jean-Marie Le Pen, au cours de la fête bleu-blanc-rouge du Front National, a renouvelé sa critique absolue de la diplomatie française dans la crise. À Bagatelle, reportage de Philippe Decevski. Dans un décor et une mise en scène grandiose, censé illustrer l'ascension du Front National au pouvoir, Jean-Marie Le Pen a cherché une fois de plus à justifier sa position sur le conflit irako-koweïtien. Aujourd'hui encore, il s'est fait l'avocat de Saddam Hussein. S'il y a aujourd'hui des otages en Irak, ce n'est pas de la faute de Le Pen, c'est la faute du gouvernement français. Après les circonstances atténuantes délivrées au président irakien sur les otages français, Jean-Marie Le Pen s'en est pris violemment aux menaces militaires occidentales et au blocus décrété par les Nations Unies. On utilise le moyen de blocus qui consiste délibérément et calmement, sans état d'âme, à affamer la population irakienne. Je dis que c'est indigne de pays civilisés. Comme il est indigne de menacer, comme on l'a fait, ces populations civiles d'extermination par des bombardements massifs aériens. Et Jean-Marie Le Pen, pour conclure, se transforme en prêcheur de l'apocalypse. Inflation, récession, chômage, immigration massive, famine. La France, pour lui, est au bord du gouffre. La folie des grandeurs de cette mise en scène, de cette fête des Bleus, Blancs, Rouges, était bien adaptée au discours. À quelques minutes de la fin, le ciel de Paris réservait sa colère, prenant de surprise les militants lepénistes, décidément bien désemparés dans la tourmente internationale. De son côté, Jacques Chirac, invité du grand jury RTL Le Monde, s'est interrogé sur la mission précise assignée aux troupes françaises basées en Arabie Saoudite. Tant qu'on envoyait des troupes aériennes et navales, c'était clair. On était dans une stratégie de blocus. Stratégie qui me paraît s'imposer. Si l'on veut avoir une chance de faire respecter le droit et d'éviter la guerre. À partir du moment où nous sommes associés aux forces terrestres, qui peuvent être des forces d'attaque ou de défense, nous nous plaçons dans une autre stratégie, celle d'une guerre. Et donc je demande quelle est la mission et sous quel commandement nos forces exerceront-elles cette mission. Société, les 7 toiles de maître dérobées il y a quelques semaines avec un cutter à Paris ont été retrouvées aujourd'hui cachées à Lyon. Comparé pour son audace et son talent à Arsène Lupin, le voleur est ce soir en garde à vue. Clément Vérénal. Le voleur au cutter aimait trop les portraits de femmes et les beaux tableaux, il a fini par se faire prendre, après avoir réussi néanmoins à subtiliser 6 œuvres d'art retrouvées dans une cache à Lyon ce week-end par les enquêteurs. Rappelez-vous cet été, le 4 juillet, en une seule journée, 3 tableaux sont dérobés dans des musées parisiens. Portrait de femmes assises de Renoir au Louvre, portrait de Mona Lucia par Hébert au musée Hébert, enfin les Moulins de la Glacière, une toile de Paul Huette au musée Carnavalet. On avait parlé à l'époque d'une bande de gangsters organisés en cheville avec la mafia japonaise. Eh bien non, le voleur, Richard Etomonvdo, un jeune antillais de 21 ans, opérait apparemment seul. Les policiers de la BRB l'ont décrit comme un amateur très éclairé qui s'apprêtait à négocier certaines des toiles volées. Il l'aurait fait avec talent, ont précisé les enquêteurs. Richard Etomonvdo s'emparait des tableaux, toujours au culot, pendant les heures d'ouverture des musées. Dans sa cache lyonnaise, les policiers de l'Antigang ont également retrouvé une vue de Delft, volée au printemps dernier au Petit Palais, un portrait de Rodin subtilisé à la même époque au musée Rodin, enfin une toile inestimable de Bastiani, empruntée la semaine dernière à Venise. Les sports maintenant, Formule 1, la déception et la colère d'Alain Prost. Prêt ce soir, il l'a déclaré, à reconsidérer sa position au sein de l'écurie Ferrari. Le Français a terminé 3e aujourd'hui à Estoril, derrière Mansell et Senna, dans des conditions un peu particulières. Alain Dorgance. Ce départ tourmenté sera fatal à Alain Prost en première ligne aux côtés de Mansell, la belle aubaine pour Senna et Berger. Quand le Français s'élance, sa Ferrari patine. Mansell se déporte sur la droite, bloquant le champion du monde et laissant le passage libre au McLaren de Senna et Berger,
qui se font la paire. Derrière, la chasse est assurée par Mansell qui précède Piquet et Alain Prost 5e. Alors que Mansell fait les bordures, Prost revient dans le sillage des McLaren. Choix tactique d'Ayrton Senna qui s'arrête le premier pour changement de gomme. Pendant ce temps, Prost prend le meilleur sur Berger et la tête de la course. Pas pour longtemps car le Français s'arrête et concédera de précieuses secondes. Ayrton Senna s'installe aux avant-postes, talonné par Mansell qui maintient la pression. Pas de relâchement pour Berger 3e et Prost 4e. La Ferrari de Mansell plus rapide dans les courbes fera la différence et absorbera la McLaren de Senna. Superbe dépassement intérieur du Britannique. La course-poursuite atteint son paroxysme lorsque Prost dépasse Berger. Le Français cherchera l'aspiration de Senna. La bande des 4 est reformée. Au plus fort de l'émotion suscitée par cette fin de course palpitante, l'Italien Alex Caffi, blessé, reste bloqué dans son cockpit. C'est l'interruption du Grand Prix 8 tours avant son terme qui voit la 16e victoire de Nigel Mansell, rejoignant au palmarès Stirling Moss. Senna second porte son avance sur Alain Prost, 3e à 18 points au championnat du monde. Et le pilote Alex Caffi souffre ce soir d'une fracture du pied. Il ne reste plus que 3 grands prix à disputer. Monsieur le Président, quittons un peu la scène internationale et la violence. Le sport, c'est la Formule 1 par exemple, c'est un sujet qui vous intéresse, qui vous passionne? Bien sûr, c'est très beau, mais je suis contre les sports violents, c'est tout. C'est-à-dire que vous êtes davantage amateur de tennis par exemple? Tennis, ski, oui, mais la beaucoup moins moto et Formule 1. Je trouve que c'est trop violent, c'est trop risqué. Et je suis pour les sports qui forment vraiment. Et là, que je puisse pratiquer, mais je suis contre la violence en général. Alors voilà, c'est tout. Et la violence, c'est un sport violent. La violence n'a pas manqué, malheureusement, dans la 54e édition du Bol d'Or Moto, endeuillée par le décès de 2 pilotes la nuit dernière. La victoire est revenue comme prévu à l'équipage Vieira Mertens Mattioli sur Honda, image de l'arrivée. Mais le fait marquant reste bien sûr le dramatique accident la nuit dernière sur le circuit du Castellet. La mort de 2 pilotes qui se sont accrochés à plus de 200 km/h. Jean-Philippe Guillard. La ligne droite du Mistral, longue de 1 km 800, l'endroit du circuit Paul Ricard où les motos libèrent toute leur puissance. 21h35, une moto ralentit subitement, sans doute à cause d'ennuis mécaniques. Immédiatement, c'est la collision avec un deuxième engin qui finira sa glissade sur le bas-côté. Mais la Suzuki de Jean-Michel Besozzi est restée sur la piste et plusieurs concurrents qui roulent à cet endroit à plus de 200 km/h ne pourront pas l'éviter. Le carambolage entre 6 motos sera fatal à Jean-Michel Besozzi et plus tard à l'Allemand Horst Lotz. J'étais en aspi derrière un gars et il s'est écarté d'un seul coup et bon, tout le monde a volé. Non, la chute était déjà produite si tu veux. Il a vu ça à la dernière minute, il s'est jeté sur les freins, donc il s'est écarté, moi je suis arrivé, bon, j'ai évité quelque chose et bon, après j'ai vu les motos un peu à droite et à gauche. C'est pour ça qu'on a tous levé la main, tout le monde a stoppé tout de suite. 3 autres pilotes sont blessés, un Français est toujours hospitalisé dans un état stationnaire. À l'entrée de la ligne droite, les commissaires de course munis uniquement de drapeaux jaunes n'ont pas réussi en pleine nuit à prévenir les pilotes de l'imminence du danger. L'année prochaine, la ligne droite sera raccourcie de 800 mètres, mais les pilotes préféreraient la voir entièrement éclairée. Des conditions de sécurité qui auraient dû être aménagées bien avant le départ d'un 54e Bol d'Or qui restera marqué par ce tragique accident. En 2 mots, Monsieur le Président, avant de vous remercier pour votre participation à ce journal. Vous avez quitté le Liban en 1988, vous n'y êtes pas retourné depuis. Où vivez-vous aujourd'hui? Oui, j'ai été à l'université de Harvard aux États-Unis et c'était une année sabbatique pour moi très intéressante. C'était une façon de se ressourcer et je conseille à tous les hommes politiques de faire la même chose. Je me demande comment un homme politique peut rester sur la sellette pendant des années et des années sans quand même avoir un petit break. Donc voilà, et puis maintenant je suis anxieux de retourner, j'espère que je pourrai retourner le plus tôt possible dans mon pays. Merci Monsieur le Président. Fin de cette édition, tout de suite la météo de Florence Klein et je vous retrouve à 22h30 pour Soir 3. Bonsoir.